Nous arrivons avec cette 9e capsule au bout d'une petite réflexion sur les racines historiques des objectifs de centenaire, les Angoi-Bainian, les objectifs de centenaire qui sont les objectifs de la doctrine socialiste chinoise de Xi Jinping. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi ce renouveau, ce grand renouveau de la nation chinoise, Wai Da Fuxing en chinois, cette renaissance était en quelque sorte la renaissance de la dynastie Song qui elle-même était de loin en loin la renaissance des Han et des Qin. On a donc bien compris que pour comprendre quelque chose à ce qui se dit dans le discours socialiste chinois actuel, il fallait se resituer dans cette histoire de long cours. L'histoire à long terme d'une Chine millénaire qui a connu ses heures de gloire mais qui a été contestée, attaquée, parfois mise à terre, dévastée, comme ça a été le cas pendant ce siècle d'humiliation à Beimian Guochi, ce siècle d'humiliation qui est dans tous les livres d'histoire chinois 1842-1949. Mais de nombreux analystes parlent du miracle chinois, la Chine se relève, pour le pire ou pour le meilleur, il ne m'appartient pas de le dire. Mais qu'est-ce que c'est que ce retour? Qu'est-ce que signifie cette renaissance, ce renouveau? Eh bien, nous avons vu que pour le comprendre, il fallait aller chercher du côté des racines historiques de la doctrine socialiste. Il fallait aller chercher dans l'histoire des Song en particulier. Alors, en résumé, l'invention de la modernité sous les Song se caractérise par, je le rappelle, la création d'un État moderne, avec sa monarchie bureaucratique, sa justice sociale et son armée professionnelle. Deuxièmement, elle se caractérise par le progrès conjugué de la démographie, de l'économie et des techniques agricoles notamment et militaires aussi. Elle se caractérise, troisièmement, par l'essor significatif des connaissances scientifiques et un haut niveau de développement culturel, reconnu par tous les historiens. Le paradoxe de cette modernité socialiste, qui prétend s'en inspirer, est double. D'un côté, c'est une modernité qui, loin d'impliquer renoncement à la tradition et loin d'y voir une cause de l'arriération de la Chine, comme c'était encore le cas pour Mao, en rappelle désormais le passé comme une source pertinente. Mais elle est aussi paradoxale, en ce qu'elle convoque ses racines les plus diverses et même les plus contradictoires du point de vue de l'historien de la philosophie, comme autant de ressources au service de sa cohérence et de son unité. Placée sous le signe d'un retour au rationalisme et à l'humanisme confucéen, qui avait été choisi par Dong Zhongshu comme substrat de la doctrine impériale, nous venons de voir qu'elle ne rechigne pas à l'héritage de Mo Tzu. Je dis par parenthèse que si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette contradiction que Mo Tzu dans l'Antiquité apportait à Confucius, vous pouvez vous rapporter à l'histoire de la pensée chinoise d'An Cheng et au chapitre 3 en particulier, le défi de Mo Tzu à l'enseignement de Confucius, page 86 à 101. Bon, alors mobiliser à la fois Confucius et Mo Tzu, ça peut sembler, du point de vue de l'historien de la philosophie, une aberrante contradiction. Mais cela peut néanmoins se comprendre du point de vue de la pratique philosophique, de la philosophie, pratiquée comme un effort pour relever les défis de l'action, et même d'un point de vue théorique. Ne pourrait-on pas comparer ces mélanges de registres à ceux des stoïciens qui citaient par exemple Épicure, sans considérer qu'il jurait, sans avoir à s'en défendre? Faut-il par exemple être plus stoïcien que les stoïciens? Je vous rappelle que Sénèque citait Épicure et faisait référence et rendait hommage aux épicuriens et à Épicure. Bon, par exemple, pour un recensement des citations d'Épicure par Sénèque, voyez sur le site L'Antiquité grecque et latine du Moyen-Âge par Philippe Renaud. Alors, ne pourrait-on pas dire des références non confucéennes du confucéen ou du néo-confucéen Xi Jinping, ce que Pierre Hadot dit des références non stoïciennes des auteurs stoïciens? Je cite Pierre Hadot, qui dit, je le cite, qu'il savait très bien, ces auteurs stoïciens, qu'il y avait une opposition radicale entre la doctrine stoïcienne et la doctrine épicurienne. Mais il savait aussi qu'épicurisme, stoïcisme, platonisme, aristotélisme n'étaient que des formes différentes et opposées d'un même mode de vie.
Fin de citation, vous trouvez ça chez Pierre Hadot dans son introduction aux pensées de Marc Aurèle, en livre de poche, page 106. Autrement dit, sous un certain angle, dans la perspective d'une certaine pratique, celle du stoïcisme ou celle du socialisme, les points communs peuvent être pensés comme plus importants que les différences. On peut choisir de les souligner et de les privilégier aux différences. La recherche de cette perspective commune, susceptible de rassembler les écoles philosophiques au-delà de leurs différences, se trouve également chez Marc Aurèle. Je voudrais insister là-dessus pour montrer que cette propension à mélanger les sources et à chercher des points communs par-delà les différences n'est pas une attitude spécifiquement chinoise, mais qu'on la trouve aussi dans notre tradition, dans les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, en 941. Vous voyez par exemple dans la traduction de Pierre Hadot, il est commun à toutes les écoles de ne pas se départir de la philosophie en quelque circonstance que ce soit, et de ne pas se laisser entraîner dans le bavardage du profane, de celui qui ne pratique pas la philosophie. Vous voyez ce qu'écrit donc par exemple Marc Aurèle, ici, traduit par Pierre Hadot, en livre de poche, page 106. Cette recherche du commun, au-delà des différences, n'est donc pas une spécificité, une bizarrerie chinoise, si vous voulez. Donc attention, les historiens de la philosophie d'un côté et les philosophes de l'autre font de leurs sources des usages différents, mais parce qu'ils ont des intérêts professionnels, je dirais, des intérêts différents à le faire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette série de 9 capsules consacrées à la question des objectifs de centenaire, mais il faut encore approfondir, il faut maintenant examiner si les ressources diverses de cette renaissance des Song peuvent encore, comme Xi Jinping semble le prétendre en tout cas, inspirer littéralement un grand renouveau, c'est-à-dire un nouveau renouveau. Des Han au Song et finalement des Song au Parti communiste chinois, il s'agit de voir si et comment les ressources légistes et confucéennes du passé peuvent se combiner au marxisme sinisé pour relever les défis actuels. Je vous retrouve donc très vite pour continuer ces analyses. Belle journée à tous!